Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir à ce webinaire de formation imaginé et conçu par l'AFCAE et que Box Office Pro a le plaisir d'accompagner dans sa mise en œuvre technique. Pour les petites indications techniques, justement, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions en bas à droite de votre fenêtre webinaire et à utiliser le chat pour les autres échanges. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Vous pouvez aussi voter pour les questions posées par les uns et les autres, ce qui permettra de prioriser leur traitement par nos panélistes. Sans accaparer davantage la scène, mais pour la suite, je ne serai pas loin. Je profite de l'occasion pour remercier l'équipe de l'AFCAE de sa confiance. David Obadia, Anne Ouvrard, Guillaume Bachy. Je ne vous cite pas tous, mais je vous salue chaleureusement et passe donc la parole à Guillaume Bachy, le président de l'Association française des cinémas d'art et essai, pour présenter le vaste sujet du jour et notre invité. Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Merci Echegul pour ces quelques mots de présentation. Oui, c'est la deuxième fois cette année 2023 que l'AFCAE, l'Association française des cinémas arts et essais, qui regroupe 1250 salles sur le territoire français, a décidé de mettre en place un webinaire. Le premier que vous avez peut-être suivi, c'était au mois d'avril, sur les questions de l'énergie, et on avait à cœur de continuer à échanger avec vous, à vous former aussi, à partager ces temps de formation sur des questions qui touchent à la fois les salles de cinéma, mais toute la filière dans son ensemble. Et aujourd'hui, notre thème, c'est l'économie du cinéma. Alors pour ça, nous avons proposé à Laurent Creton de nous accompagner. Laurent est professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle, il est spécialiste de l'économie du cinéma, ça tombe bien. Il est auteur de plusieurs ouvrages de référence et dont Économie du cinéma, perspective stratégique chez Armand Collin. Alors, nous sommes plusieurs, cher Laurent, à avoir suivi depuis longtemps ces formations, ces enseignements. Et c'est vrai que pour ma part, ça m'a ouvert il y a longtemps, lors de la première formation SICAE, une fenêtre sur l'économie du cinéma, une fenêtre à la fois simple et pédagogique. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ce webinaire ira dans le même sens. On l'a pensé comme une première entrée, une vision macro de la filière où économie, sociologie et pratiques culturelles sont liées. Alors nous allons parler chiffres, mais aussi concentration, diversité, exception culturelle et nouveaux usages des spectateurs. Alors je serai accompagné par Anne Ouvrard, adjointe aux actions et à la communication de l'AFCAE, qui a organisé ce webinaire avec Box Office, que je remercie. Bonjour Anne. Bonjour Guillaume. Et Anne sera particulièrement chargée de regrouper vos questions et dans l'intertemps entre chaque partie de la présentation de Laurent, voilà, de faire remonter aussi vos interrogations et vos questions que nous poserons ensemble. Alors, on est ensemble jusqu'à 16h très vite, chers adhérents, chères adhérentes, étudiants, étudiantes, curieux, cinéphiles, que vous soyez en direct ou en replay, bienvenue et je laisse la parole à Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Je rejoins Guillaume et Anne pour dire notre joie de pouvoir partager avec vous ces réflexions sur un sujet d'importance, oui Guillaume, qui s'inscrit dans la longue durée, mais qui est toujours actualisé par les évolutions contemporaines, par les défis qui se présentent. Et c'est probablement le sens que nous pourrions donner aujourd'hui à ce webinaire. Ensemble, réfléchir pour comprendre et mieux comprendre les enjeux de la filière cinématographique confrontée à un certain nombre de défis, au rang desquels, il faut bien le dire, ce que nous avons vécu au cours de ces dernières années en termes de crise sanitaire, fermeture des salles, montée en puissance des plateformes de streaming, possiblement évolution des pratiques culturelles. Donc il s'agira de réfléchir pour la filière cinématographique à ces grands enjeux et également de nous projeter dans l'avenir en traçant un certain nombre de perspectives. Mais vous le verrez, je commencerai par une introduction qui finalement suggère de ne pas être amnésique et bien au contraire de situer les structures, les stratégies dans la longue durée. Ne pas être amnésique, ça doit nous aider à mieux comprendre ce que nous vivons et à préparer
l'avenir. Alors, pour ce webinaire, je présenterai un certain nombre de planches, vous verrez principalement des images évocatrices, des schémas et un certain nombre de commentaires. Alors, je lance tout de suite le partage des quelques planches que j'ai préparées à votre attention. Économie du cinéma, défis et perspectives. Le plan. Je vous le disais à l'instant, une introduction autour du thème, finalement, cinéma, de quoi parlons-nous? D'une activité artistique fondée sur des techniques, sur des métiers, qui s'inscrit dans un certain nombre de traditions, notamment les traditions des arts du spectacle, mais également de dispositifs techniques, et avec un certain nombre d'enjeux d'innovation qu'on a vus dans toute l'histoire de la cinématographie et que l'on retrouve évidemment de nos jours. Comment allons-nous construire notre propos et nos échanges? D'abord en allant voir du côté de la fréquentation cinématographique, de ses évolutions et des perspectives que nous pourrions tracer dès à présent. Deuxième partie, la filière cinématographique, avec ses enjeux internes, les relations entre les stades de la filière cinématographique, les salles dans leurs relations à la distribution, les relations à la production, les industries techniques, bien sûr, le et les publics, mais aussi externes, c'est-à-dire relations de la filière cinématographique à l'audiovisuel, télévisuel, vidéo et plateforme. Enfin, et ça sera notre troisième partie pour terminer, réfléchir sur la question de l'expérience spectateur, de ses évolutions et aussi de la dimension multiple du phénomène. Alors, entre ces différentes parties, à l'issue de chacune des parties, Guillaume et Anne pourront reprendre un certain nombre de vos questions et les partager pour que nous puissions avancer sur la base de vos questionnements, sur la base de vos remarques. Introduction, le cinéma est devenu un secteur d'activité important. Il représente des enjeux culturels, artistiques dans le monde entier, mais c'est aussi un secteur d'activité et on aurait tort de penser qu'il serait à l'abri de tous les enjeux, de tous les défis contemporains. Pensons aux défis climatiques, pensons aux échanges internationaux, pensons à un grand nombre de défis politiques et géopolitiques. Il y a une dimension industrielle et ce cinématographe s'est installé, s'est développé. On a peut-être en tête la formule prêtée à Louis Lumière, le cinématographe, une invention sans avenir. Nous sommes le 20 juin 2023. Jamais dans l'histoire du monde, il n'y a eu autant d'images animées, produites, diffusées, qui circulent. Si on prend le champ d'activité représenté par les images animées, c'est devenu vraiment de très, très grande ampleur. Et d'ailleurs, c'est sans doute par rapport à cette multiplicité, à cette ampleur, que se joue la question de la spécificité de la salle du cinéma par rapport au déferlement audiovisuel indifférencié, de l'art et essai par rapport à l'ensemble des productions qui sont proposées sur les marchés. Donc, le cinéma dans le monde, qui filme le monde, qui en rend compte et qui donne l'occasion de porter un regard sur lui, mais qui suppose, bien sûr, de prendre en compte un certain nombre d'enjeux, d'organisation, de méthodes, de professionnalisme. La référence que l'on a, bien sûr, pour ce que nous allons examiner, c'est cette fameuse séance du 28 décembre 1895, organisée par les Frères Lumière à Paris, la première séance payante,
qui s'inscrit dans la longue tradition des arts du spectacle, c'est-à-dire être ensemble dans un même lieu par rapport à une production artistique et culturelle. Est-ce une pièce de théâtre à Épidore au IVe siècle avant Jésus-Christ? Est-ce du chant, de la danse? On peut évidemment évoquer aussi le cirque. Ce que je veux dire, c'est que penser l'avenir du cinématographe, c'est l'inscrire dans une longue tradition qui est celle des arts des spectacles, sur laquelle j'insiste dans un moment où d'aucuns, on l'a vu déjà plusieurs fois au cours des dernières décennies, d'aucuns considèrent que ce spectacle en salle serait à la fin de son existence et que la multiplication des écrans serait un substitut satisfaisant. Vous avez compris dès à présent mon profond désaccord vis-à-vis d'une telle représentation. Donc, les êtres humains, et on l'a vu aussi tristement par rapport à la crise sanitaire, peuvent trouver quelque confort à être repliés dans leur espace domestique, mais ont des besoins et des aspirations profondes de se retrouver, de partager, ce qui ne se fait pas évidemment d'un claquement de doigts, mais relève de dispositifs, de processus, de compétences. Les arts du spectacle, ça remonte un peu plus loin. J'aurais pu aller plus loin dans l'histoire des techniques, la camera obscura, mais je nous amène au XVIIe siècle en Europe, où la lanterne magique permet, avec des images fixes, possiblement animées, avec des tourneurs, des personnes qui vont de bourg en bourg, qui vont dans des marchés, dans différents lieux, dans les campagnes, pour présenter des images et à partir de là, réunir un public, raconter des histoires, puisque nous le savons, jamais le cinématographe n'a été muet, toujours les paroles, les musiques, les commentaires l'ont accompagné. J'y pense aussi par rapport à Émile Reynaud et son grand praxinoscope en 1892, c'est-à-dire une série d'images fixes qui, lorsqu'on les fait bouger assez rapidement, produisent l'illusion du mouvement. Mais on n'est pas encore sur un support photographique qui arrivera dans cette version plus tard. Je pense aussi à la chronophotographie, c'est-à-dire qu'avant le cinématographe, un grand scientifique, biologiste, médecin, Étienne Jules Marais, qui utilise la succession d'images fixes pour avoir une représentation jusqu'alors inconnue du vol des oiseaux, du cheval au galop ou des gestes des humains en train de se déplacer, de marcher ou de faire du saut à la perche. Tout cela, ce n'est pas encore le cinématographe. Il arrive grâce aux frères Lumière, ce fameux dispositif qui permet à la fois la prise de vue, qui permet également le développement, ensuite la projection, et dès 1896, des opérateurs qui partent dans le monde entier, c'est-à-dire d'emblée une dimension locale et une dimension de circulation et internationale au travers de dispositifs techniques et de perfectionnement. Le cinématographe, on aurait pu le garder comme instrument scientifique. On voit bien qu'on va vers les arts du spectacle avec la comédie, mais ça peut être le drame, la tragédie ou le dessin animé. On pense bien sûr à un autre grand talent et contributeur à l'émergence et à la création de l'art cinématographique en la personne de Georges Méliès, dans son studio de Montreuil, le premier studio dans le monde en 1897, et qui est l'homme orchestre. C'est à la fois un réalisateur, un auteur, comédien. Là, il s'occupe des décors, des costumes, de l'éclairage. Enfin, il fait tout, même si, et nous le verrons avec la filière cinématographique, ce qui se jouera, c'est l'institutionnalisation de ce secteur d'activité et la construction de métiers spécifiques du côté des industries techniques, mais également, bien sûr, la production, la distribution, l'exploitation, qui sont des métiers différents qui nécessitent des expertises spécifiques. Alors, on retrouve ici ces images qui étaient d'ailleurs inspirées du théâtre Robert Houdin, puisqu'il était prestidigitateur, notre Georges Méliès, et puis la création
Et c'est important parce que quand on arrive en 1905, 1906, c'est-à-dire 10 ans plus tard, ce sont les premières salles de cinéma, c'est-à-dire la sédentarisation, alors que pendant une dizaine d'années, cet art, cette pratique culturelle est principalement foraine. Et un autre, évidemment, cinéma fort connu, le Gaumont Palace, place de Clichy, qui a été inauguré en 1919 et qui était le plus grand cinéma du monde, la plus vaste salle d'attraction, je le lis comme vous, sur cette peinture qui représente cette grande salle de cinéma. Là aussi, des peintures pour représenter les spectateurs nombreux qui se pressent et viennent assister à ces spectacles. La dimension de distribution d'art forain, de nos jours on dirait line-up, c'est-à-dire présentation par une entreprise qui à la fois fait de l'exploitation, de la distribution, de la production, des industries techniques, et puis aussi qui sait s'inspirer et qui comprend assez vite, et c'est le talent de Charles Pathé, d'adapter le dispositif, de mettre en place des innovations de grande importance comme la location des films, c'est-à-dire le passage de la vente des films à la location, et nous vivons encore de nos jours autour de ces modèles, mais qui comprend tout l'intérêt qu'il a à inscrire le cinématographe dans des séries culturelles, c'est-à-dire d'aller chercher du côté de Victor Hugo, d'Alexandre Dumas, de Dante, ou bien de Tolstoï, de Balzac ou de Shakespeare, c'est-à-dire, mais aussi la danse, mais aussi, j'allais dire, un ensemble de pratiques culturelles et de références artistiques qui vont participer à l'institutionnalisation, également à la reconnaissance, à la légitimation d'un nouvel art en train de se constituer. La dimension cinéphilique, et puis on pourrait faire toute l'histoire du cinéma, je ne vais pas la faire avec vous, vous l'avez en tête, l'arrivée du parlant, là c'est le tournage du film Beckett Sharp en 1935, donc on voit à droite un nouveau métier, ingénieur du son, des caméras qui comportaient un carter assez large pour essayer d'absorber les sons de la machine, et puis la cinéphilie, et puis pouvoir saluer Jean-Luc Godard, son À bout de souffle de 1960. On pourrait aller assez loin, mais vous avez ici la référence à un film sur Daniel Toscan du Plantier, disant « J'ai participé à plus de 200 films dans ma vie. Si je ne suis pas l'auteur des films, je suis l'auteur de la liste. » Donc, pour évoquer au travers de cette image la dimension de pluralité des œuvres cinématographiques, des genres, sur une échelle nationale, sur une échelle internationale. Donc voilà pour une évolution importante au cours du XXe siècle, qui a connu une accélération, enfin j'allais dire une nouvelle vague d'innovation avec le numérique. En bas à droite, vous voyez, il y a une industrie qui s'appelle l'informatique, il y en a un autre qui s'appelle les télécoms, il y en a une autre qui s'appelle l'audiovisuel. Les trois convergent. Un appareil qui était à la pointe du progrès à l'époque, c'est-à-dire le lecteur de DVD et le DVD, nous avons vu à quel point ce numérique a joué un rôle important par rapport au développement du cinéma et des industries de l'audiovisuel. Et j'en arrive à la fin de cette introduction au fond pour dire que nous sommes dans une situation caractérisée, et c'est un des points qui me préoccupe beaucoup, par une profusion d'images animées sonores de formats différents que l'on va trouver heureusement dans les salles du cinéma, du moins dans les pays qui ont la chance de bénéficier d'un parc de salles, ce qui n'est pas toujours le cas. À la télévision, c'est une évidence. Sur les ordinateurs, sur des tablettes, sur des téléphones mobiles de modèle smartphone, il y en a plusieurs milliards en fonctionnement actuellement dans le monde, et puis des chaînes de diffusion telles que YouTube ou bien des réseaux sociaux tels que Instagram ou TikTok. C'est-à-dire qu'il y a des flux
gigantesque d'images animées et où se joue bien sûr la question de la distinction, de la lisibilité. Et un des défis importants pour les spectateurs, pour les citoyennes et citoyens, c'est s'y retrouver dans ces ensembles-là. Comment on fait par rapport à cette multitude pour ne pas la subir, pour possiblement la choisir, ce qui suppose de relever le défi de la lisibilité. Et pour l'art et essai, à mon sens, une responsabilité majeure en matière d'éditorialisation, c'est-à-dire être capable de choisir, être capable d'identifier, être capable de valoriser un certain nombre d'œuvres et de les installer dans un écran et dans un écrin, leur donnant toute leur valeur, toute leur force de transmission. Donc pour moi, c'est ça, cette dimension introductive et qui va nous amener tout de suite à la première partie, c'est-à-dire la fréquentation cinématographique. Mais peut-être, Guillaume, as-tu, sur cette question de l'histoire, on est, je pense, nombreux à être passionnés par cela, mais est-ce qu'il y aurait une question, une remarque ? Non, c'était très clair, merci Laurent. Non, remettre quand même en perspective, c'est-à-dire que ce rapport au distributeur que nous, on a exploitant, elle date de 1907, tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée d'une remontée de recettes, c'est-à-dire l'idée aussi d'une confiance qui s'inscrit dans la filière. Elle remonte à bien loin. Elle n'a jamais été discutée, jamais été remise en question, je crois. Et c'est aujourd'hui toujours le lien qui nous intéresse aussi dans cette filière dont on va parler tout à l'heure. Mais parlons fréquentation cinématographique. On a eu 2 années très très compliquées en termes de fréquentation. On va peut-être en reparler. Mais d'où on part ? D'où on part ? Alors, nous allons donc repartir sur la référence au milieu du XXe siècle, qui a été le sommet de la fréquentation cinématographique en France, mais aussi dans de nombreux pays du monde. Plus de 400 millions d'entrées dans ces années-là, et donc on retrouve ces salles qui sont pleines, une centralité du cinéma, à la fois qui est la pratique culturelle qui permet de toucher tout le monde, alors que tant d'autres pratiques culturelles en fait, ont une diffusion beaucoup plus limitée, beaucoup plus segmentée, par-delà les groupes sociaux, par-delà les âges, c'est-à-dire une dimension fédérative, et puis une centralité qui est non seulement dans les pratiques culturelles, mais aussi sur le plan intellectuel, sur le plan littéraire, sur le plan de la critique. On voit bien que, singulièrement en France, il y a cette centralité. Alors, comment est-ce qu'elle s'est construite et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Et pour cela, je vais vous montrer, disons, une courbe qui représente l'évolution du nombre d'entrées dans les salles françaises depuis 1895. Alors, 95, les entrées payantes, c'était quelques dizaines. Et vous allez voir la courbe qui toujours me subjugue. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la fréquentation n'est pas un long fleuve tranquille, c'est-à-dire qu'il y a des évolutions très fortes, mais il y a aussi des baisses très fortes. Et à partir de là, nous pouvons réfléchir. On pourrait prendre période par période. Je vais insister sur quelques-unes. La première, c'est certainement à partir de 1907, 1906, 1907, c'est-à-dire le moment où on passe du cinématographe au cinéma. C'est-à-dire que le secteur se met en place et se structure avec des investissements dans des salles de cinéma, la dimension de sédentarisation, la location des films, un travail très important quand on se rend compte, parfois avec tristesse, que les œuvres de Méliès intéressent moins. On peut les garder dans une logique de diversité, mais imaginez d'autres types de productions cinématographiques. On va passer des courts-métrages aux moyens-métrages, aux longs-métrages. La question des entr'actes, par exemple, le métier de distributeur qui s'affine, le métier de producteur aussi. C'est-à-dire qu'il y a des investissements importants et puis le public est là. C'est-à-dire que le public vient montrer que ses intuitions sont pertinentes et qu'on peut aller plus loin.
donc les années 10, les années 20. Ensuite, cette période qui est impressionnante, c'est-à-dire c'est une montée jusqu'à presque 440 millions d'entrées, alors que nous sommes dans les années 1930, Pathé en faillite, Gaumont en faillite, beaucoup de secteurs d'activité en difficulté, chômage, graves difficultés, la montée des périls, l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, l'occupation. Pendant cette période, la fréquentation a continué à augmenter. On voit le repli de 1929, mais tout de suite après, ça repart. Dans cette période difficile économiquement, financer la transition vers le parlant, mais le parlant produit aussi un effet d'attractivité et la couleur, c'est-à-dire que, au fond, malgré les crises, malgré les tragédies de l'histoire, le cinéma s'installe véritablement comme une pratique culturelle centrale de la société française et en grande partie grâce aux salles de cinéma qui s'implantent partout. C'est-à-dire que cette logique de proximité a été un facteur important de réussite et aussi cette idée que le spectacle cinématographique est ouvert à tous et à toutes, et c'est les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes plus âgées, tout le monde peut se retrouver autour d'un spectacle cinématographique. Alors ça, c'est évidemment une période qui rend plutôt optimiste. La période suivante est véritablement consternante, c'est-à-dire que alors que les choses semblent aller plutôt bien, en 10 ans, la fréquentation est divisée par 2. Alors, je ne vais pas me lancer dans les explications qui pourraient en être données. On a souvent en tête le développement de l'équipement de la télévision, et on n'a pas tort de l'évoquer, mais il est plus important de considérer globalement l'évolution de la société vers une société de consommation, l'équipement des ménages, l'équipement ménager, la voiture. Et donc, finalement, les pratiques de loisirs se développent. Et à partir de là aussi, un autre phénomène qu'il faut considérer, c'est que dans l'immédiate après-guerre, la fréquentation cinématographique en France n'a pas baissé, elle s'est maintenue à un niveau relativement élevé. Mais les salles, j'allais dire, avaient le charme qu'elles avaient déjà dans les années 30, les films aussi, donc c'est sécurisant de retrouver les mêmes acteurs, les mêmes réalisateurs, les mêmes actrices, mais il y a quelque chose comme une perte d'intérêt, en tout cas un intérêt relatif qui se modifie. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose autour de un secteur d'activité bien structuré, avec les compétences requises, peut être confronté à une division par 2 de son nombre d'entrées. Alors ensuite, et c'est un point qui nous intéresse, ce point bas, en 1992, à 116 millions d'entrées, et qui nous amène à réfléchir, imaginons-nous, à ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors je reviens sur ce milieu du XXe siècle, avec 15 ans pendant lesquels il y a plus de 350 millions d'entrées. Je rappelle qu'à l'époque, en 1950, il y avait 42 millions d'habitants en France. Nous sommes actuellement à plus 50%. Donc, en termes de ratio, vous voyez la différence. Et que entre 1938 et 1968, c'est-à-dire pendant 30 ans, la fréquentation est supérieure à 200 millions, chiffre que nous avons retrouvé il y a quelques années en France. Alors, je reviens à notre courbe. Je vous invite à nous situer en 1992. Imaginez, vous êtes dans la profession, vous êtes observateur, vous voyez cette courbe. Il était assez raisonnable à l'époque de se dire, c'est quoi la suite du film? Eh bien, vraisemblablement, il aurait été possible de dire, le cinématographe est né à peu près avec le XXe siècle, il a disparu à peu près avec lui. Heureusement, ce que je viens de dire, qui est une histoire-fiction totalement inexacte, a été contrecarré par une chose qui est pour moi toujours une source d'optimisme, ce qui fait que lorsqu'il y a des moments d'inquiétude et de préoccupation,
j'ai plaisir à me rappeler qu'entre 1992 et 2011, la fréquentation cinématographique en France a augmenté de 87%. Donc, conclusion, il n'y a pas de fatalité, et nous verrons tout à l'heure dans des comparaisons entre pays que la situation est différente, bien sûr, selon les pays, et même selon des pays qui sont relativement proches les uns des autres, comme l'Italie ou l'Allemagne. Alors, on en arrive, si je fais un zoom un peu plus sur la période 80-2022, je n'avais pas encore intégré ce grand chambardement qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire. Donc, forte montée dans les années 90, dans les années 2000, ça se poursuit. Les années 2010 sont plutôt encourageantes, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des entrées entre 200 et 217 millions d'entrées. Et puis, ce choc, qui est un choc externe, ce n'est pas un problème interne au secteur cinématographique, une crise sanitaire, lockdown, donc confinement, fermeture des salles, et une chute des 2/3 qu'on a trouvé à peu près partout en Europe. La remontée pour l'année suivante, en 2021, en 2022, on est encore à moins 30% par rapport à l'année 2019. Et puis, bien sûr, comme chaque année, on est au milieu de l'année 2023, des interrogations quant à la suite de l'histoire, mais des résultats au cours de ces 3 derniers mois qui peuvent laisser supposer que les 200 millions d'entrées ne sont pas inatteignables, alors qu'on entendait encore il y a quelques mots les Cassandres nous expliquaient que le ressort était définitivement cassé. Mais nous le savons, l'incertitude demeure, et puis la grande question aussi, c'est aller en salle, très bonne nouvelle, mais pour aller voir quel film et quelle part consacrée aux salles d'arrêt-essai par rapport à des offres alternatives. Alors pour faire les comparaisons internationales, il y a un très bon ratio, très utile, qui est l'indice de fréquentation. C'est un ratio assez simple, le nombre de tickets vendus dans un pays pendant une année sur la population. Et donc, vous pouvez comparer la Belgique avec les États-Unis, qui n'ont pas tout à fait la même population. Et alors, je ne vais pas mettre en évidence tous les pays, parce que ça serait peu lisible, mais quelques pays qui nous intéressent pour notre analyse. L'Italie, son indice de fréquentation était à 4 en 1980. En 86, on est à 2. C'est-à-dire que ce pays a connu en 6 ans une division par 2 du nombre des entrées. Donc, une nouvelle confirmation que la dégradation peut être très rapide. Un autre pays, l'Allemagne, vous voyez d'ailleurs une grande similitude et une sorte de corrélation entre les courbes montrant voilà, des similitudes et donc un contexte international qui pourrait avoir des similitudes. La France apparaît par rapport à ces 2 autres pays. Vous trouvez des mouvements d'ensemble, mais vous voyez aussi un écart assez important. Pour ces 3 pays, il y a une chute dans les années 80, il y a une remontée dans les années 90, mais avec un écart très substantiel, au point que, et c'est pour moi un grand sujet d'interrogation, c'est-à-dire que l'indice de fréquentation en France est à 3,3 pendant qu'il est à 1,6 en moyenne pour l'Italie et l'Allemagne au cours de ces dernières années. Cela veut donc dire que des pays si comparables, au sein de l'Union européenne, peuvent avoir des pratiques cinématographiques dont le rapport est de 1 à 2. L'écart est gigantesque. Alors vous avez observé aussi que le point bas, il est identique pour les 3 pays, c'est 1992, le point bas de la fréquentation. Un autre pays nous intéresse, le Royaume-Uni, qui a eu son point bas auparavant, dès 1984, mais qui remonte très très bien pendant les années 80, les années 90, et se maintient à un niveau relativement élevé, donc 2,8, je me situe en 2019, avant la crise sanitaire. Un autre pays nous intéresse, c'est l'Espagne, qui a connu
ce pays aussi une évolution remarquable dans les années 90. C'était même un sommet en Europe dans les années 2000, au cours de l'année 2000. Mais les années 2000 qui suivent, vous le voyez, on observe une chute de grande ampleur, c'est-à-dire perte de la moitié des entrées, avec heureusement un rebond depuis 2013. Le cas des États-Unis d'Amérique nous intéresse aussi, évidemment, qui montre deux choses. Premièrement, dans les années 80, 90 et 2000, l'indice est en moyenne à 4,5 pendant qu'il est à 1,9 en Europe, ce qui veut dire qu'entre les États-Unis et l'Europe, il y a une grande différence dans la pratique cinématographique en salle. Et puis, au cours de ces 15 dernières années, à l'évidence, une chute de l'indice de fréquentation aux États-Unis qui se rapproche de l'Europe, enfin de la France en particulier, nous montrant d'ailleurs que la dégradation de la fréquentation cinématographique aux États-Unis est antérieure à la crise sanitaire. Ça sera d'ailleurs un des éléments de réflexion que nous aurons à approfondir, c'est que on a souvent tort d'accorder toute l'importance en termes de causalité à la crise sanitaire qui souvent n'a fait qu'accélérer des tendances existantes et les intensifier. Alors, ce que nous pouvons observer, c'est que les années 80 sont plutôt des années de repli pour la plupart des pays. Les années 90, une belle avancée de partout. Ensuite, depuis lors, une tendance à la dégradation qui, heureusement, n'est pas suivie par des pays tels que la France et le Royaume-Uni. Donc, il y a des pays dans lesquels il y a une résistance par rapport à cette tendance baissière. Et puis, si on veut aller du côté de l'Extrême-Orient, on voit que le Japon se maintient un petit peu au-dessus de 1, mais je vous invite à porter l'attention à un pays émergent, un petit pays qui s'appelle la Chine, et dont l'indice de fréquentation est à peu près équivalent maintenant à celui de l'Italie et de l'Allemagne. Or, ce pays fait 1,4 milliard d'habitants, c'est-à-dire que la Chine est devenue le premier marché mondial du cinéma en salle, c'est-à-dire que c'est un pays qui a beaucoup investi dans les salles de cinéma et qui continue à investir dans les salles de cinéma, ce qui évidemment n'est pas contradictoire avec le fait que ce pays dispose d'un très grand nombre d'écrans de tout type. Donc quand on voit un schéma comme celui-ci, ça permet de réfléchir à des phénomènes finalement de longue durée, mais également des écarts qui peuvent exister d'un pays à l'autre qui semblent justifier l'attention que nous portons et devons porter aux politiques culturelles, aux politiques du cinéma, à tous les facteurs qui peuvent influer favorablement ou défavorablement concernant les entrées et la fréquentation. Alors, je vous présente ici l'année 2020, c'est-à-dire pour à peu près tous les pays d'Europe, c'est moins 70% dans les entrées. Et puis des moments sur lesquels, évidemment, on n'a pas envie de reporter l'attention tant elles ont été pénibles, mais nous donnant aussi l'occasion de réfléchir à ce qui s'est passé. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous pouvons en comprendre ? Premièrement, on s'est dit, souvenez-vous, ça ne va pas durer, c'est juste une parenthèse, quelques semaines, allez, 1 mois, peut-être 2, ça va chuter, puis après ça va redémarrer. Ou bien, on s'est dit qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire accepter d'être confronté à cette logique d'interrogation. Et on s'est dit, est-ce que finalement ce que nous vivons relève de la conjoncture, un mauvais moment à passer, et on va repartir comme avant ? Deuxième hypothèse, il y a des tendances nouvelles ou des tendances anciennes, mais qui se sont intensifiées. Et puis une troisième interrogation, c'est est-ce que finalement, cette crise-là n'a pas des effets structurels ? Est-ce que la filière cinématographique n'a pas été mise en danger ? Est-ce que l'avenir des salles de cinéma n'est pas en cause ? Est-ce que les spectateurs n'ont pas changé et durablement ? N'y a-t-il pas de nouvelles pratiques culturelles qui changent la donne ? Donc,
toute cette période, je n'y reviens pas, le retour aussi, et cette conclusion-là, c'est-à-dire par rapport au Cassandre, de se rendre compte, on l'a vu en mars, en avril, oui, les spectateurs peuvent revenir, notamment les jeunes et les moins jeunes, mais pour quel film, selon quelle modalité, ce sera évidemment au cœur de nos réflexions pour la suite de notre webinaire. Donc, les tendances lourdes, et je termine comme ceci la première partie, et c'est ensuite Guillaume qui prendra la main. Les tendances lourdes qu'il me semble possible de mettre en évidence à ce stade, c'est la multiplication des offres de loisirs, de culture, et en tout cas dans le domaine des images animées, sonores, selon des formats, avec des écrans et des dispositifs divers. Une concurrence qui est intensifiée, avec des spectateurs qui sont sollicités de toutes parts. La prééminence accrue d'une logique d'économie de l'attention, avec des entreprises pour lesquelles l'enjeu principal, c'est de capter l'attention des personnes, leur faire passer le plus de temps possible sur une application, le plus de temps possible sur un jeu vidéo, le plus de temps possible pour du chat, pour ensuite monétiser cette audience avec un impact possible sur les autres audiences et par exemple la sortie ou la sortie en salle. Et la question aussi qui nous préoccupe, la concentration des entrées sur un petit nombre de films est un phénomène ancien, mais qui s'est aggravé, et nous le verrons tout à l'heure au travers d'une courbe que je vous montrerai. Or, ces dernières années, je veux dire ces 2-3 dernières années, semblent montrer un accroissement de la concentration de l'audience et que même dans le champ de l'art-essai, un petit nombre de films arrivent à se maintenir à des niveaux d'audience satisfaisants, tandis que d'autres, par rapport à ce que nous vivions avant 2019, se trouvent être en difficulté. Donc, ce sont des sujets évidemment de grande importance pour l'art-essai et nous l'aborderons dans la suite de notre webinaire. Mais c'est maintenant le temps des questions. Ouais, n'allons pas trop vite, Laurent, parce qu'on a plusieurs questions. Anne, je crois que sur le chat, il y avait des questions. Alors, effectivement, il y avait une question de Loïc Rayonnier sur le chat, enfin, sur la partie question qui demandait « Sait-on expliquer pourquoi la fréquentation en Espagne a été si forte au début des années 2000 au point de dépasser l'indice de fréquentation de la France ?» Écoutez, pour moi, c'est une énigme, c'est-à-dire que ce qui explique la réussite dans un pays, c'est lorsque les étoiles sont alignées, c'est-à-dire quelques réalisatrices et réalisateurs qui font que les spectateurs vont en salle, des investissements dans les salles, les distributeurs, des producteurs. Ça a été une période favorable pour la croissance économique, mais le repli, malheureusement, je l'explique davantage, augmentation de la TVA sur le prix des places, situation économique dégradée, austérité, et pour l'avoir vécu en Espagne, c'est-à-dire que les salles programment des films, franchement, qu'on n'a pas nécessairement envie d'aller voir. Ensuite, les salles ferment. Et quand les salles ont fermé, eh bien, il n'y a plus les spectateurs pour y aller. Et pour moi, ma grande préoccupation, elle est là. C'est que bâtir une audience, disons, des rituels de la sortie que l'on fait entre amis, en famille, etc., ça prend du temps pour le construire, mais que ça peut se dégrader très très rapidement par des effets cumulatifs. Donc, à l'inverse, lorsque les planètes sont bien alignées, ça produit finalement un effet d'engouement. Il y a parfois aussi des effets générationnels. Par exemple, on le voit en France, où une partie du cinéma français n'intéressait plus la jeunesse, et puis ensuite qui se dit, mais si, on peut aller au cinéma pour voir du cinéma de la diversité. Du coup, je rebondis sur ce que vous venez de dire sur l'alignement des planètes. Il y avait une autre question aussi qui était abordée. Vous avez expliqué qu'entre 1992 et 2011, il y a eu une augmentation inespérée de 87%. Ouais. J'imagine que ça peut s'expliquer. Est-ce que c'est les cinémas qui ont proposé une autre forme d'investissement? Est-ce qu'il y a eu les films qui ont été qui ont changé de côté plus... Bon, bref, vous avez compris ma question. Disons,
avant la remontée et le rebond, il y a d'abord eu un effondrement extrêmement préoccupant, malgré les efforts, malgré la tentative d'attirer les spectateurs, parce qu'effectivement, on est dans un espace audiovisuel où les chaînes de télévision se multiplient, et le grand écran, et la télécommande, et également la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication des offres qui peuvent amener à considérer que la sortie en salle, ça peut être sympa, mais c'est peut-être pas essentiel. Qu'est-ce qui se joue à partir de 93 ? Et ça, on le voit dans de nombreux pays, c'est qu'on se met à investir dans la modernisation du parc de salles, avec différents niveaux. Dans certains pays, il faut bien le dire, principalement la logique multiplex, avec grand écran, son, gradin, accueil et géomarketing pour installer des salles là où les gens vont ou peuvent se déplacer. Ça peut être des centres commerciaux, que sais-je encore. La situation de la France a été très favorable puisqu'il y a eu à la fois ce mouvement-là avec un modèle multiplex qui d'ailleurs n'est pas homogène. Il y a plusieurs manières de construire ce type d'équipement. Mais surtout, jamais en France, la fréquentation produite par les multiplexes n'a dépassé 60%, alors que dans d'autres pays, c'est 90%, ce qui veut dire qu'il y a 40% de la fréquentation en France qui est réalisée par d'autres types de salles, d'autres modèles. Donc on peut dire qu'un des atouts très importants de l'économie du cinéma en France, c'est la qualité de son parc de salles, de sa diversité, et notamment des indépendants et des salles à réessai, c'est-à-dire la capacité à être en proximité, en région, proche des personnes, et de faire des propositions de cinéma qui soient suffisamment diversifiées pour élargir en quelque sorte la proposition. Alors que dans d'autres pays, un petit nombre de salles, les salles, c'est que des multiplexes, et je me souviens d'un étudiant des Pays-Bas que j'avais rencontré il y a quelques années, qui me prend la parole au bout de quelques mois pour me dire qu'il est incroyable d'être en France, de voir tout ce qu'on propose comme film, etc. Et que lui, dans sa tête d'enfant et d'adolescent, le cinéma, c'est du cinéma hollywoodien à grand spectacle dans un multiplex. C'est-à-dire, c'est ça l'offre de référence. Et si ce n'est pas cela, ce n'est pas du cinéma. Un documentaire, par exemple, pour lui, n'arrive pas à comprendre que ça puisse être du cinéma. Donc, on voit bien que la construction de l'offre qui est faite aux spectateurs, ce sont bien sûr les films, mais également les équipements, et que ça a joué un rôle tout à fait déterminant, sachant que la concurrence par les multiplex, par des groupes aux moyens financiers plus importants, a pu provoquer des situations difficiles, nous le savons. Mais si on raisonne globalement, ça s'est traduit par le fait qu'il est devenu obligatoire d'augmenter, d'améliorer la qualité de l'offre du point de vue technique, c'est-à-dire qu'il y a un seuil en dessous duquel on ne peut pas accepter la qualité de l'image, la qualité du son, ce qui est d'ailleurs une façon, bien sûr, de respecter l'œuvre et l'auteur. Alors, il y a une nouvelle question qui vient de tomber de Maëlik du Ciné Manivelle à Redon, Oui. qui lui pose la question de peut-on mesurer l'impact des dispositifs d'éducation à l'image sur la fréquentation des salles, sur le long terme notamment? Alors, je me rends compte que j'ai abordé les salles pour répondre à la question principale, qui est à mon avis un élément principal, mais il y a eu aussi un gros travail qui a été fait du côté de l'offre de films pour s'adresser à des publics différents. Et une nouvelle génération de public est venue et a vraiment pris plaisir à découvrir les salles de cinéma et à l'installer en termes de rituels. Et puis, quant au dispositif d'aide et tout ce qui est éducation à l'image, pour moi, c'est un point très important parce que la France a servi de référence à de nombreux pays dans le monde en matière de politique du cinéma, en voyant à quel point ça marchait bien. Simplement, dans beaucoup de pays, on s'est limité à investir pour qu'il y ait plus de films, plus de réalisatrices et de réalisateurs, que ces films soient sélectionnés dans les festivals, et c'est très bien.
Et ça permet au ministère de la Culture de ce pays-là, avec fierté, de dire « Regardez, nous avons produit davantage de longs métrages ». Et je tiens à dire qu'une telle politique est insuffisante parce qu'elle ne touche qu'une partie de la filière et qu'un des éléments de la réussite dont nous bénéficions en France, qui ne fait pas oublier les difficultés, les défis et les contradictions, c'est précisément que cette politique, elle est construite pour s'intéresser à l'ensemble des stades de la filière. Bien sûr, réaliser des films et l'avance sur recette, très bien, mais c'est également travailler avec les distributeurs pour améliorer leurs compétences, leurs dispositifs, et c'est également un accompagnement des salles de cinéma pour leur modernisation, mais également pour l'affirmation de leur identité, mais également la question du public, c'est-à-dire de construire, c'est-à-dire qu'il est difficile, en effet, de mesurer une relation de cause à effet parce que le phénomène est systémique. De même, j'observe une chose en France, c'est qu'on parle du cinéma dans les médias. Dans la presse, il y a des articles. À la radio, on en parle régulièrement. À la télévision, on en parle régulièrement. Sur les réseaux sociaux, bien sûr. Alors que je vois d'autres pays dans lesquels, par exemple, je vais en Italie, j'essaie de voir des critiques de cinéma, il n'y en a pas dans la presse. Il n'y en a plus. On en parle très, très peu. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de dispositifs, de pratiques, d'habitudes, d'usages, de préférences qui donne finalement une place importante au cinéma en France. Ce n'est pas le même cas en Allemagne. En Allemagne, un art de référence, ça va être la musique, ça va être le concert, peut-être un peu moins le cinéma. Je rebondis, Anne, sur les questions de Frédéric sur le chat, sur la présence des médiateurs. Oui, nous aussi, on est intimement convaincus qu'un médiateur ou une médiatrice fait augmenter le nombre des entrées, et je l'avais estimé à peu près à 30% lors de la dernière assemblée générale dans le rapport moral, et on manque de qualificatifs plus précis. On est là sur des exemples qui nous sont remontés des salles. C'est vrai qu'il faudrait faire un travail de statistique pour voir comment ce travail d'animation dans nos salles est vraiment fort. Et puis pour revenir sur les chiffres des dispositifs scolaires, c'est à peu près entre 4 et 5 millions, suivant les années, de billets vendus pour les dispositifs scolaires hors maternelle, donc école, collège et lycée. On peut faire un petit point aussi, Laurent, parce qu'il y a l'observatoire qui est sorti au mois de mai, l'observatoire 2022 de la fréquentation. Donc en Europe, on est en 2022 à peu près moins 67%, si on fait la moyenne de tous les pays européens, je mets l'Angleterre là-dedans, par rapport à 2017-2019. La France, elle est à moins 73%, par rapport à 73% des entrées réalisées entre 2017 et 2019 pour 2022. L'Espagne, 61%, l'Allemagne, 68%, tu en parlais, et l'Italie, 49%. C'est-à-dire que déjà, un marché qui était très, très abîmé par l'histoire, comme tu l'as montré, avec cette courbe descendante, hein, avec le Covid et la crise qu'on a vécue, elle a encore perdu 49%, c'est-à-dire la moitié de ses entrées. Et puis une concentration, on va en reparler, hein, je crois, dans la deuxième partie, mais une concentration, il y a 75% des entrées qui se font sur les 200 films les plus porteurs. Donc ça, c'est une notion à avoir. Et je voulais voir si tu pouvais nous rappeler, ou tu vas le faire peut-être après, dans l'histoire, est-ce que cette concentration, elle a toujours existé sur les films? Est-ce qu'il y a toujours eu cette concentration forte? Alors, on va en parler tout de suite. Je pense qu'il y a beaucoup de questions et ça vaut la peine que nous allions vers notre deuxième partie, la filière cinématographique, et ce qui me donnera, à l'occasion des développements, de répondre à ta question. Alors, la filière cinématographique, de quoi s'agit-il? Tu le rappelais, Guillaume, elle s'est construite aux alentours des années 1907 au travers d'une logique de spécialisation et également la mise en place d'une innovation qui est une innovation organisationnelle, commerciale, qui est la mise en place du système de location. Et que la base de la filière, au fond, c'est quoi? C'est finalement cette rencontre possible, incertaine, mais fondamentale, avec un public, c'est-à-dire on vient dans une salle comme on allait au cirque ou au théâtre ou au concert, en famille, on va dans une salle
On y va en couple, on y va seul, on retrouve des amis, et puis on va voir un film. Et ça, c'est vraiment le cœur. C'est-à-dire, avant qu'on évoque conception, création, imagination, scénario, c'est le scénario central, c'est est-ce que les gens vont bien vouloir se déplacer, parce qu'au fond, ils ont le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Et de nos jours, la concurrence est encore plus grande, les propositions sont encore plus grandes. Et au cœur de ce modèle, c'est de contribuer par son temps, par son attention, mais aussi financièrement, au même titre que quand on a l'est et qu'on va au concert, on paye son entrée. Même chose lorsqu'on va au théâtre ou au cirque, c'est-à-dire dans les arts du spectacle, c'est le chapeau qu'on fait tourner, mais enfin, c'est en quelque sorte contribuer à faire exister cela parce que ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire que pour qu'il y ait mobilisation de compétences, pour qu'il y ait investissement dans des studios, dans du matériel technique, il faut des ressources. Et pendant notamment le début du XXe siècle, la crise des années 30 a été terrible parce qu'arriver à stabiliser cette filière n'allait pas de soi du tout. Et en particulier la question de la relation avec les distributeurs. Avec les tensions qui peuvent exister, la question du partage de la valeur ajoutée, ce qui veut dire qu'à la fois ils sont partenaires parce qu'ils font, je veux dire, le même métier, dans le sens, la finalité de ce que l'on fait, et en même temps, il peut y avoir des tensions pour l'accès au film, et puis les distributeurs de dire, oui, accéder à une salle pour pouvoir le projeter, etc. Vous le savez bien et vous le vivez chaque semaine. Après, la relation aussi avec la production, c'est-à-dire se retrouver dans un festival, voir des films qui sont à la vente et les distributeurs qui peuvent être pris par une logique d'enchère, donc acheter cher un film, devoir investir plus cher pour tenter de le faire exister sur un marché. Tout ça, ce sont les grandes équations. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui s'est mis en place au début du XXe siècle et que nous puissions constater, nous toutes et tous, qu'en 2023, la filière, elle est toujours là, ce qui n'était pas une évidence du tout. Autre chose à souligner, c'est que suite à la crise des années 30, se mettent en place des réflexions autour d'une politique pour essayer de réguler, de mutualiser. La prise de risque quand on fait un film est énorme. Pour quelques succès, combien d'autres productions donnent des résultats décevants. Et l'idée, c'est que les structures peuvent absorber les chocs, mais jusqu'à un certain point, et qu'au-delà, cela pourrait mériter un système de mutualisation. Et c'est là, et c'est important, donc notre spectateur, il va payer sa place de cinéma, et par une loi du 24 septembre 1948, une taxe spéciale additionnelle va être créée, qui existe encore de nos jours, aux alentours de 10,7%. Alors, quoi, une taxe de plus? Mais enfin, cette taxe-là, ce n'est pas une taxe, c'est une contribution dans un système solidaire où il va y avoir une partie de la ressource qui va aller dans un fonds de soutien. Et ce fonds de soutien, il va servir, en général, les gens pensent à la production, l'avance sur recette, bien sûr, et c'est utile, c'est-à-dire prendre de la ressource du côté du marché pour le faire remonter vers le haut de la filière, vers des créateurs qui en ont besoin pour vivre et financer les industries techniques, mais également apporter du ressource du côté de la distribution, également du côté de l'exploitation. Donc on a là un système qui a été mis en place en 1907, qui a été, qui a bénéficié en France tout particulièrement d'un dispositif d'accompagnement dans le cas du CNC où à la fois les pouvoirs publics mais aussi les professionnels sont associés pour examiner la situation, définir des politiques, effectuer des redistributions et avec des débats courants. Quelle part faut-il accorder aux aides automatiques? Quelle part accorder à des aides sélectives? Et si on veut qu'elles soient sélectives, mais en fonction de quels critères et en faveur de quoi? Donc on voit bien que ces questions sont récurrentes, mais que
il est d'usage de considérer, et plus encore lorsqu'on est un étranger, que ce système a de grandes vertus pour pouvoir offrir à tous les stades de la filière une qualité de prestation qui est garante, si je puis dire, de pérennité et de préparation de l'avenir. Mais ça, c'est la filière. On pourrait dire, ça y est, on reste là-dessus, on est tranquille. Eh bien non, on n'est pas tranquille. Pourquoi ? Alors d'abord, il peut y avoir des évolutions techniques. Alors celle-là, c'est la transition numérique pour les projections cinématographiques en salle. Mais surtout, ce qui a été un chambardement, c'est l'arrivée de la télévision. Dans les premières années, ça n'a pas beaucoup d'importance, même si le temps passé à regarder la télévision, c'est du temps qu'on ne consacre pas à autre chose. Le cocooning se développe et la sortie éventuellement en pâtit. Mais avec la multiplication des chaînes, la couleur, Canal+, satellite, câble, on voit bien que cette offre va devenir plus percutante. Et en plus, les accords interprofessionnels entre cinéma et télévision va déboucher sur le fait que la télévision va devenir le principal financeur de la production cinématographique, que le CNC pourra prélever aussi, enfin les télévisions contribueront aussi à alimenter finalement le fonctionnement d'ensemble, plutôt du côté de l'audiovisuel, mais enfin l'ensemble cinématographique et audiovisuel, mais surtout, pendant quelques dizaines d'années, le film de cinéma deviendra un programme phare pour faire de l'audience sur les chaînes de télévision. Donc il y a à la fois une logique de concurrence, une logique de coopération, et puis pour la filière, il y a le début d'une dissociation parce que les producteurs sont évidemment intéressés par la filière, mais ils ont un nouveau marché que sont les chaînes de télévision. Pour les films de cinéma, les catalogues, mais aussi bien sûr parce que la production peut être une production audiovisuelle, une production télévisuelle. Ça, c'est la première évolution majeure à côté de la filière. Une autre évolution, c'est le développement de la vidéo. Des objets qui ne semblent relever de l'Antiquité, c'est quand même il n'y a pas si longtemps, ça s'appelle des cassettes vidéo, DVD, Blu-ray, d'ailleurs dont le marché, vous l'avez vu au cours de ces 15 dernières années, baisse chaque année, régulièrement, malgré la qualité du support qu'est le DVD ou le Blu-ray. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Encore une autre histoire, c'est-à-dire la multiplication des écrans de toutes formes sur lequel on peut voir des images animées. On peut aussi utiliser les réseaux sociaux pour s'informer, éventuellement savoir quel film on pourrait aller voir. Et puis, ce que nous avons vécu ces dernières années, nettement à partir de 2017 pour Netflix, mais également quand même une des premières capitalisations boursières, Amazon, avec son service Prime Video, et puis également Disney+, pour ne citer que les 3 plateformes transnationales les plus puissantes. On pourrait parler de Paramount, de Apple, etc. En tout cas, ce que j'évoque là, c'est un chambardement, un changement du contexte. Mais le contexte interagit avec l'ensemble du système. Alors, le système de la politique du cinéma en France, du cinéma, de l'audiovisuel, de l'image animée en France, sa logique, c'est de pouvoir s'appuyer sur des contributions là où on fait de la valeur sur les marchés. C'est-à-dire les salles contribuent, les chaînes de télévision contribuent, la vidéo contribue, et le bras de fer qu'on a vu ces derniers mois et qui va se poursuivre est du côté de si vous voulez participer de la chronologie des médias, vous inscrire dans le paysage tel qu'on le fait vivre en France, vous êtes invité, et on va le dire dans des termes aussi nets que possible, à contribuer financièrement. Tout le problème, vous le savez, c'est quelle est la part de la contribution par rapport à ce qu'ils pourraient apporter. Sur ce qu'ils apportent, quelle est la part qui va vers le cinéma et la part qui va vers les séries et l'audiovisuel. Et ensuite, dans la part qui va vers le cinéma, pour financer quel film. Donc on voit bien que se joue non seulement la question des volumes de ressources financières mobilisées, mais aussi l'orientation et le processus de décision, notamment quand on s'intéresse à la question de la diversité culturelle. Alors, la question qui se pose présentement par rapport à l'arrivée de la SVOD,
donc service de vidéo à la demande par abonnement. Est-ce qu'au fond, c'est une évolution du plus, et c'est plutôt ma position de départ. Le cinéma, on a vu d'autres, la filière cinématographique a su résister à la télévision, a su résister à la vidéo. Bien sûr, c'est pas évident, ça modifie le paysage, mais néanmoins, les salles de cinéma et la filière cinématographique dans son mode de fonctionnement a su relever le défi. Mais est-ce qu'avec l'arrivée de ces plateformes, qui en plus sont les services offerts par des sociétés transnationales extrêmement puissantes, utilisant de nouvelles technologies, notamment les algorithmes, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un changement complet, un changement de paradigme, une nouvelle logique? Il est clair que certains ont utilisé cet argument, et ça a été le cas de Disney notamment, qui avait intérêt à développer Disney+, et qui a fait pression et qui a menacé en laissant entendre que ces films pourraient se passer des salles de cinéma pour exister. Je crois que nous avons vu que ces propos de Tartarin sont démentis et que depuis quelques mois, un certain nombre de plateformes ont fini par laisser entendre et même modifier leur politique en comprenant que dans le monde entier, la salle, se priver de la salle, c'est d'abord se priver d'une source de revenus importante, et c'est, et encore plus grave, se priver de ce qui est le lieu qui, jusqu'à présent, est le meilleur espace et la meilleure temporalité pour valoriser un film dans la durée. Parce que pour qu'il soit valorisé sur les différentes fenêtres de la chronologie des médias, encore faut-il qu'il ait une existence initiale. Or, ce n'est pas si évident de faire exister des films. Donc, la question est évidemment ouverte. Je n'apporte pas de réponse, mais en tout cas, je ne cède dans ce domaine non plus. Je ne cède pas à cette représentation pessimiste. Être conscient des rapports de force, des défis, ils sont réels, et néanmoins de la réponse qui est de la pertinence de la salle de cinéma pour faire exister les films et pour établir un rapport avec le public, les publics, et de créer aussi une valorisation symbolique qui est essentielle pour de la valorisation marchande sur d'autres marchés. Alors, ce qui s'est passé, Guillaume l'a évoqué, c'est-à-dire que crise sanitaire, le public a chuté et il a remonté bien davantage en France que dans d'autres pays, et que finalement, les pays pour lesquels la fréquentation était plus fragile ont subi encore plus durement la crise sanitaire et ont encore plus de mal à remonter, alors qu'en regard, la situation de la France fait vraiment penser à une dynamique de résilience. La distribution est certainement le secteur de la filière qui est le plus vulnérabilisé. Il l'était déjà avant la crise sanitaire, mais les difficultés actuelles relatives à la valorisation des films de la diversité leur posent des problèmes considérables, d'autant plus que pour faire exister un film, on peut être amené à une sorte de fuite en avant, de devoir dépenser davantage encore en promotion pour le faire exister, alors que la rencontre du public reste fort incertaine. Et puis une situation très paradoxale du côté de la production, c'est que si vous regardez globalement, il y a beaucoup d'argent qui est arrivé du côté de la production. Bien sûr, les plateformes et leurs groupes qui arrivent avec des montants considérables. Les chaînes de télévision qui veulent répliquer et qui font du même du côté des séries. Possiblement le financement de films à gros potentiel commercial, mais avec plusieurs bémols. Le premier, c'est quelle est la part qui irait vers du cinéma d'auteur, du cinéma de la diversité. Deuxièmement, la question aussi de l'écart qu'il y a entre le discours des plateformes, qui a été leur principal succès, c'est-à-dire de laisser croire que sur telle plateforme, Netflix, on trouve tout, et plus le temps passe, plus les usagers se rendent compte que un peu de tout, un peu de n'importe quoi, mais assez décevant à certains égards, surtout pour un public cinéphile. Et autre chose,
c'est que Netflix a laissé entendre que grâce à ces financements, en mobilisant Scorsese, on a beaucoup d'argent et on laisse finalement les réalisateurs libres de faire ce qu'ils souhaitent faire. En fait, c'est un faux semblant, c'est-à-dire que les films qui sont choisis et financés sont peu nombreux et le contrôle de gestion qui est exercé lors du tournage est plus méticuleux et que ce que Hollywood impose généralement. Donc voilà pour le paysage, on avait notre filière cinématographique originelle, elle est toujours là, et ce que nous voyons autour, c'est finalement toutes sortes de secteurs d'activité, et puis des spectateurs qui, eux, sont confrontés à ce vaste ensemble. Donc on aurait tort d'ignorer que cela existe, mais on aurait tort également de surpondérer des phénomènes de mode qui commencent à connaître un certain repli. Alors, je termine là-dessus, ça serait peut-être le moment de questions intermédiaires, parce qu'après, j'ai d'autres éléments, mais je me dis, par rapport à un schéma aussi complet, Guillaume, ça vaut peut-être la peine d'avoir un élément. Je termine juste sur ce point, c'est que la planche précédente peut être trompeuse, parce que si je raisonne en termes de rapport de force économique et financier, la filière, elle est plutôt là, la télévision, elle est comme ça, et l'Internet, alors je ne peux même pas le représenter à l'écran, c'est absolument gigantesque, et on a derrière tout ça les plus grandes capitalisations boursières mondiales. C'est un des paradoxes du cinéma, c'est qu'en termes de valeur symbolique, culturelle, artistique, il a une influence considérable, mais que économiquement, stricto sensu, ses positions sont très modestes relativement à des grands ensembles industriels. Si on prend le cas d'Amazon, il est clair que le but d'Amazon, c'est pas le cinéma, c'est juste un produit parmi tant d'autres et aussi instrumentalisé au service d'une politique qui va bien au-delà, c'est-à-dire comment plus encore développer la profitabilité du premier magasin mondial. Donc voilà pour cette première partie de la deuxième partie. Avant d'aborder la question de la concentration, je me dis, à ce stade, est-ce qu'il n'y a pas une ou deux questions qu'on pourrait discuter? Il y en a au moins une. Vous m'entendez? Ouais, oui. Il y a celle de David Frey qui demande, vous y avez un peu répondu, mais c'est bien de reposer la question. Les plateformes et les cinémas sont-ils nécessairement en concurrence ou une cohabitation, voire une collaboration est-elle possible? Cette question est très importante parce que les premiers commentaires présentaient une confrontation et une opposition frontale entre salles et plateformes. De mon point de vue, la confrontation concurrentielle frontale des plateformes, c'est à l'encontre des chaînes de télévision, à l'encontre de Canal+, à l'encontre de TF1. Premièrement, en termes d'audience, parce qu'au fond, surtout quand on voit Netflix et Disney+ qui lancent une offre avec de la publicité, je trouve que ça ressemble de plus en plus à de la télévision. Donc, pour des téléspectateurs, en gros, c'est deux chaînes de plus sur le même écran ayant certaines caractéristiques de délinéarisation. Donc, pour moi, la concurrence, elle est frontale avec les chaînes de télévision, également parce que les recettes publicitaires des plateformes vont aspirer de la recette au détriment des chaînes de télévision qui vivent de la publicité. En revanche, et je suis tout à fait d'accord avec la question qui vient d'être posée, j'ai le sentiment que la force des salles de cinéma, c'est de se construire et d'être dans un tout autre espace qui est le spectacle, la sortie. Et on a vu, parce qu'on a cité les plus grandes plateformes, mais il en est d'autres plus orientées art et essai. Et il est possible, et on l'a vu en France et en Europe, de développer au fond des coopérations. J'ai entendu aussi beaucoup d'exploitants d'art et essai me dire, après tout, si certaines plateformes développent la cinéphilie de nos spectateurs, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ce que nous pensons, c'est qu'ils viendront toujours nous voir. Ne soyons pas
dans le déni d'une réalité. Nos spectateurs ont quasiment tous un téléphone mobile, tous une télévision, tous des tablettes, ordinateurs, etc. Beaucoup d'entre eux ont au moins un abonnement, de même qu'autrefois, et encore maintenant, bien sûr, Canal+, possiblement des plateformes. Ce n'est pas parce que ces spectateurs ont l'ensemble de ces pratiques-là qu'ils ne vont pas venir dans nos salles. Nous avons notre place dans cet écosystème qui s'est un peu complexifié, mais où, effectivement, des logiques finalement d'articulation positive peuvent être envisagées, de même qu'on avait pensé entre la salle et la vidéo, et peut-être le livre, et peut-être, enfin voilà, penser les pratiques culturelles de façon articulée plutôt que de les penser de façon antagoniste. Je vais un peu pondérer peut-être le propos de Laurent, mais c'est le mien, puisque quand les plateformes sont arrivées, elles ont eu quand même une position de prédation. Une position de prédation qui a été en plus abondée par la presse dans un certain type de communication où on a vraiment attaqué la salle de cinéma dans ce qu'elle était, c'est-à-dire dans son projet même de vivre et de voir ensemble. Et dans cette double action, à la fois un bashing de communication et en même temps une prédation sur les tarifs, sur le fait d'ouvrir les codes à plusieurs, de pouvoir se les partager, etc., on a quand même pu ressentir, nous, salles de cinéma, une attaque frontale de la part des plateformes sur un modèle qui, tu l'as dit Laurent, tient le coup. C'est-à-dire que c'est un modèle qui a plus de 130 ans et qui continue non seulement à faire vivre une industrie, très bien, chose, mais à créer. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une filière qui crée du prototype. Chaque film est unique, chaque film est original, et en ça, c'est une œuvre d'art, pour la plupart. Donc, on est aussi dans cette création-là. Et quand les plateformes sont arrivées là, elles ont voulu détruire ce modèle. Elles ont cru qu'elles allaient y arriver. Finalement, on se rend compte, post-pandémie, post-crise, post-reprise du marché, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais là, en France, on cumule au 18 janvier presque 83 000 entrées, 83 millions d'entrées, pardon. Donc, c'est une belle reprise du marché. On se rend compte, là aussi, avec l'abandon du day and date et l'abandon de la sortie exclusive sur les plateformes, que tout le modèle, y compris leur modèle à eux, économique, est en train de changer. Voilà. Et que la position de prédation, elle a évolué. D'ailleurs, on a vu le dernier Scorsese, il était à Cannes, il a pu être montré, Apple a donné son accord, ce qui veut dire qu'il y aura une sortie en France, et si j'ai bien compris, même une sortie mondiale. Donc, là aussi, on voit que ça bouge, mais là aussi, on voit qu'on a une force. Non seulement nous, salle française, mais tu l'as dit, hein, salle mondiale. J'avais plusieurs questions, je vais essayer de les poser un peu dans l'ordre. Je voudrais que tu puisses nous dire en une phrase, Laurent, puisque le dernier discours de Justine Triet à Cannes a été très, très commenté. J'en ferai part d'ailleurs dans l'édito du courrier de la RSA, mais ce système de compensation des mécanismes de marché qui existe en France, qui est à peu près unique en Europe et dans le monde, comment, d'une phrase, tu pourrais l'expliquer? Comment, d'une phrase, nous, on peut l'expliquer aussi aux spectateurs qui viennent en caisse et qui disent « Oh là là, cette taxe que vous rajoutez, on en a entendu parler. » Comment vous pouvez nous l'expliquer en une phrase? Voilà. Ok, alors avant de venir à cette phrase, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur la concurrence des plateformes, sur l'effet effectivement de tentative de disruption et de rupture et de déclassement du modèle, d'où l'importance de résister. Et j'allais dire, comme disait le stratège chinois Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est l'art de gagner dans l'esprit de l'adversaire. Donc ça veut dire qu'il faut avoir l'esprit fort et ne pas se laisser entraîner par des propagandes pouvant amener certains à une forme de défaitisme. Et que deuxièmement, là pour moi où il y a concurrence entre les plateformes et les salles, c'est quand même dans la captation du temps et l'économie de l'attention. C'est-à-dire pour moi, une des grandes préoccupations, c'est qu'un grand nombre d'acteurs essaient de capter du temps et qu'un certain nombre de personnes en arrivent à se dire je n'ai plus le temps, j'aurais tellement envie d'aller au cinéma, tellement envie d'aller voir ce film, mais je n'ai pas le temps pendant qu'ils vont regarder une série et y passer des nuits. Donc il y a quelque chose autour de l'allocation du temps qui me semble être central. Ensuite, sur la question que tu poses, c'est-à-dire au fond,
l'organisation de la filière et le rôle du CNC et de l'ensemble de ces dispositifs. Pour moi, c'est d'abord un mécanisme de coopération, de solidarité et de mutualisation qui permettent de répartir les risques et d'orienter les ressources, et en particulier celles qui proviennent des plus grands succès, pour venir apporter du soutien et des encouragements à ce qui permet de préparer l'avenir. Et on voit bien que les politiques en faveur de la diversité, en faveur des premiers films, pour permettre à Justine Triet de devenir qui elle est devenue, et d'ailleurs, elle l'a indiqué dans la déclaration qu'elle a faite en recevant la Palme d'Or du dernier Festival de Cannes, c'est que ce système permet de favoriser la diversité, permet l'essai, possiblement de se tromper, ou du moins de ne pas rencontrer immédiatement le public, mais de construire dans la durée une œuvre et une capacité à convaincre. Or, on voit bien que si on en reste à des logiques de marché étroit et de rentabilisation à court terme, il ne faudrait faire toujours que les mêmes films, alors que nous savons à quel point cela produit de l'usure, de la lassitude, et que la réussite dans le champ cinématographique résulte largement dans la capacité de se renouveler. Donc pour moi, c'est une mutualisation entre les contributeurs et ceux qui œuvrent dans l'industrie cinématographique au sens large, mais aussi une solidarité dans le temps, parce qu'on est dans le temps long, on n'est pas dans des programmes de flux. J'entends parfois des remarques sur la rentabilité d'un film qui se mesurerait par les remontées de recettes salles lors de sa première sortie, alors que les films peuvent être valorisés pendant des décennies dans les salles et sur l'ensemble des autres espaces où l'on peut valoriser un film de cinéma. Or, cela, le marché laissé à lui-même n'y parvient pas, et des instances qui peuvent se trouver au niveau local, au niveau des collectivités territoriales, au niveau du soutien accordé à un certain nombre de productions, mais aussi au niveau national et international, pensons aux coproductions internationales, sont de nature à garantir autant que possible une offre diversifiée et préparer autant que possible la suite de cette belle histoire. Bon, je ferai une synthèse pour mon spectateur ou ma spectatrice qui arrivera en caisse. Mais voilà. Dernière, une petite question parce que le temps file et qu'il nous reste une demi-heure après. Nos partenaires distributeurs, distributrices nous parlent quand même beaucoup des hausses de minimum garantie qu'ils sont obligés de donner. C'est-à-dire que le prix d'achat pour les distributeurs est de plus en plus cher pour acquérir les films. Est-ce que l'arrivée des plateformes a modifié le prix de CMG? Et est-ce que là aussi, il peut y avoir un risque de déséquilibre? Disons qu'avec l'arrivée des plateformes, il y a des risques de déstabilisation multiples. Le fait qu'ils arrivent avec un chéquier en disant on paye tout plus cher, déjà, c'est traduit par l'augmentation du prix des talents, c'est-à-dire des actrices et acteurs vedettes supposément capables d'attirer un large public, faisant monter aussi les rémunérations que peuvent donner les chaînes de télévision. Donc, il y a toute une déstabilisation du côté d'un risque, qui est le risque de l'inflation et de l'anticipation. Donc, pour moi, beaucoup d'argent ne garantit pas la qualité des films. Mais ce que je sais, c'est que ça produit presque mécaniquement des effets inflationnistes qui préparent d'ailleurs une future crise, parce qu'à un moment donné, il faut raboter. D'ailleurs, les plateformes ont commencé à le faire en resserrant très sérieusement les boulons, parce que le modèle, disons, du chéquier ouvert pour des films que l'on met en avant promotionnellement se heurte à des actionnaires qui n'entendent pas voir la situation se dégrader. Donc en gros, on investit moins, on serre les boulons,
on continue à faire de la promo pour essayer de faire croire que ce que l'on offre est de grand intérêt, pour conquérir de nouveaux abonnés, mais surtout essayer de réduire le désabonnement. Parce que la multiplication en plus du nombre de plateformes se traduit par, notamment du côté des nouvelles générations, mais pas seulement, un zapping formidable dans le passage d'une plateforme à l'autre. Mais en tout cas, pour les recettes de cette plateforme, il y a vraiment un ciseau entre ça coûte de plus en plus cher et puis les recettes, finalement, atteignent possiblement un seuil. Et donc, la question de la rentabilité, on l'a vu notamment avec Disney, dont la rentabilité a été fortement dégradée. Donc, pour moi, c'est risque du côté d'une dérive inflationniste et la perte, finalement, de repères, plus autre phénomène. C'est que pour exister dans un espace médiatique où un grand nombre d'acteurs se retrouvent et cherchent à capter l'attention et de construire le désir du consommateur, il devient de plus en plus difficile pour un distributeur de faire exister un film. Comment trouver de l'espace dans un univers aussi massifié, en quelque sorte, en matière de, y compris d'ailleurs le temps et la captation d'attention des plateformes quand elles font la publicité pour elles-mêmes. On pourrait poursuivre, mais c'est le moment d'aller vers la deuxième partie de cette première partie qui permet de répondre aux questions que tu posais, Guillaume, notamment sur la concentration. Parce que pour moi, ça, c'est un grand sujet qui mérite notre attention. Donc, je reprends. Voilà, on était là, donc, notre histoire de SVOD, hyper compétition, concentration accrue. Autre chose à dire, et on va le remettre en perspective. La production cinématographique française depuis 1980. Donc, en gros, voilà, en 42 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Les films entièrement français, c'est-à-dire financés à 100% par des acteurs français. Les coproductions à majorité française. Les coproductions à majorité étrangère. Donc, vous voyez, ça se cumule, hein, les courbes, et donc la courbe en rouge, tout à fait en haut, vous donne le nombre de films qui ont été produits. En 2022, 142 films entièrement français, 208 si on y ajoute les coproductions majoritaires, et au total, 287. C'est important de rappeler qu'en 1993, le nombre de films produits était 89, c'est-à-dire qu'on a multiplié par plus de 3 le nombre de films produits, correspondant d'ailleurs au triplement des investissements dans la production cinématographique. Donc, l'ensemble de ce qui s'est joué, y compris avec les contributions financières des chaînes de télévision, le développement de la fréquentation, etc., a participé d'une augmentation importante du nombre de films produits en France. Et on en arrive à la question de la concentration des entrées en France. Depuis 1945. Vous prenez le box-office et vous regardez ce que représentent les 20 premiers films du box-office en termes d'entrée. Quel pourcentage cela représente? La courbe, elle est vraiment intéressante. D'abord, vous voyez, pour entre 1945 et 2005, pour le dire vite, une augmentation continue avec des ondulations qui font distinguer une première période, 45-65, pendant 20 ans, on est entre 20 et 30% des entrées. Les 20 premiers films représentent entre 20 et 30% des entrées totales. Les années 65, 85, 90, on est entre 30 et 40%. Et les années suivantes, entre 40 et 50%, avec une année exceptionnelle en 1998, l'année Titanic. Et vous voyez la pointe, c'est-à-dire qu'on est arrivé à 53% des entrées réalisées par les 20 premiers films. Là où nous avons des motifs de satisfaction en termes de diversité, c'est que depuis le sommet de 1998, cette concentration a baissé jusqu'en 2013-2015. Mais vous observez comme moi, depuis lors, une augmentation qui mérite toute notre attention. On va le regarder en faisant un zoom sur les dernières années, en voyant qu'après une phase
pendant plusieurs décennies de hausse, on arrive à partir de 98 à une phase plutôt de baisse de la concentration. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que la diversité occupe davantage de place, que ce ne sont pas les premiers qui captent une part croissante des entrées. Mais vous voyez comme moi qu'à partir de 2013-2016, finalement, ça remonte avec une année 2021 préoccupante à 41%, à 45%, et bon, un repli du côté de l'année dernière. Mais enfin, voilà, notre vigilance doit être grande là-dessus, surtout que ça, c'est sur le box-office général, et que si on regardait les films qui relèvent de l'art et essai, un phénomène de ce type pourrait être constaté. Alors, pour comprendre cela, il faut aussi voir le nombre de films distribués en France depuis 1996, par exemple. En 2002, on était à 487. En 2019, ça a été le sommet, à 746. Bon, l'année 2020, on a compris, 2021, et l'année dernière, il y a quand même eu 681 films qui ont été distribués en France en première exclusivité. Donc, ça donne encore plus de relief à la signification de ce que pèsent les 20 premiers films qui sont sortis en France pendant cette période. Alors, pour aller un peu plus loin, donc l'année 2020, évidemment, a été une année très, très particulière, et 2021 aussi, avec beaucoup moins de films distribués, mais 2022, au fond, et on peut penser que 2023 sera identique, on retrouve à peu près les 700. Quoi. On est arrivé à peu près, depuis 2015, à 700 films distribués chaque année. Alors, ces films, quels sont-ils et ils viennent d'où? Eh bien, en grande partie, ce sont des films français. En 2022, 411 films français sont sortis sur les écrans avec un effet de rattrapage sur les années 2020 et 2021, comme on le voit. Les films européens, une centaine, voilà, ça à peu près, et ça n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé, c'est les films américains. Alors qu'ils en fabriquent bien davantage, ils choisissent de ne sortir sur le marché français en moyenne que 150 films par an, jusqu'en 2017. À partir de là, ça chute un peu, enfin beaucoup. En 2020, on est une cinquantaine, et l'année dernière, 72 films. Je trouve assez troublant de mettre en regard, pour l'année 2022, 72 films américains face à 411 films français. La bonne nouvelle, c'est que des films français ont été produits. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont réussi à être distribués et programmés dans des salles de cinéma. Après, la question, et ça, c'est un des sujets que nous aurons à réfléchir, comment ça se passe pour eux, c'est-à-dire la situation difficile de bon nombre de ces films, la difficulté finalement dans la rencontre du public. Quant aux films, autres films, d'autres nationalités, voilà, on était une cinquantaine, et voilà, c'est à peu près dans ces eaux-là. Mais le plus frappant, certainement, c'est ce rapport entre le nombre de films américains, comprenant, vous le savez aussi, des films indépendants, et puis les films français. Autre sujet intéressant, les parts de marché en termes de nationalité. Là, ce sont les films français. C'est assez intéressant de voir qu'entre 1945 et 1985, la part de marché des films français en France est de l'ordre de 50%. Et tous les débats sur les accords Blum-Burns dans l'immédiate après-guerre montrent que malgré l'arrivée en nombre de films américains qu'on n'avait pas vus sur les écrans pendant 4 ans, n'a pas produit un effondrement de la place des films français sur le marché. Ensuite, les films européens, les films américains et les films d'autres nationalités. Ce qui me semble très frappant dans ce schéma, c'est d'abord de se rappeler qu'en 1973, les films français représentaient 58,3% de part de marché. Vous rajoutez les Européens, on n'est pas très loin de 72%, c'est-à-dire c'est gigantesque. Tandis que les pauvres films américains sont réduits à 19,7% de part de marché. Donc de rappeler qu'il n'y a pas de fatalité à ce que les films américains dominent largement sur le marché français.
mais il y a eu ensuite une dégradation pendant 25 ans, entre finalement 1973 jusqu'à 1998, une chute régulière de la part de marché des films français et européens et une augmentation régulière de la part de marché des films américains. Vous savez pourquoi 98, nous retrouvons bien sûr l'année Titanic. Bon, je ne poursuis pas pour que nous ne soyons pas pris par une crise lacrymale et surtout de voir les phénomènes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les phénomènes de longue durée, c'est-à-dire des cycles longs, c'est-à-dire finalement de 45 à 73, montée en puissance des films français européens sur le marché français pendant que les films américains se replient. Ensuite, certes, il y a le nouvel Hollywood, peut-être un certain repli, notamment du côté des films comiques français qui sont moins nombreux et réalisent un peu moins d'entrées, une désaffection vis-à-vis finalement du cinéma français. Et puis, ce que nous vivons depuis le tournant des années 2000, c'est-à-dire, en tout cas, ça ne se dégrade plus, voire même, il peut y avoir un rétablissement au point que souvent, année après année, les entrées pour le cinéma américain sont à peu près, enfin pour le cinéma français, il y a une presque égalité avec le cinéma américain et avec le cinéma européen. Le cinéma américain, finalement, est en position moins favorable. Laurent, oui. Laurent, l'année dernière, il y a eu beaucoup moins de films américains, tu l'as dit, et Oui. pourtant la part de marché était pratiquement équivalente. Alors, est-ce que ça veut dire que les films américains qui arrivent sur notre marché, ils peuvent être moins nombreux, mais avec la même part de marché? Oui, bah, c'est-à-dire qu'ils jouent pour le coup depuis longtemps une logique de sélection en amont, avec certes des films indépendants qu'il est possible de sélectionner et de projeter dans les salles d'arrêt-essai, mais quand même la logique blockbuster qui est en place depuis longtemps est confirmée, et c'est les Top Gun, et c'est-à-dire qu'un plus petit nombre de films, mais bien sélectionnés, sur lesquels les distributeurs qui dominent sur le marché mondial et qui dominent sur le marché français concentrent les ressources promotionnelles, c'est-à-dire moins disperser les ressources. Donc c'est vrai que c'est très troublant de voir qu'avec moins de films, le cinéma américain arrive à maintenir des parts de marché élevées. C'est-à-dire qu'il joue moins la carte de la diversité, ça c'est bien clair, y compris sur son propre marché, ou pour des raisons d'exploitation d'ailleurs, et de circuit, c'est-à-dire pour accéder au circuit, la plupart des films indépendants n'y accèdent pas et donc se trouvent dans des positions beaucoup plus difficiles pour rencontrer un public. Ça, c'est sur le marché intérieur américain. Maintenant, à l'export, nous savons que les recettes export du cinéma américain sont supérieures aux recettes du marché intérieur. Ça fait des décennies qu'ils travaillent le sujet avec une certaine compétence et avec des atouts et des structures installées dans les grands pays, la France étant un des grands pays de cinéma. Et donc, c'est vrai que les chiffres qu'on vient de montrer sont très troublants, c'est-à-dire que le nombre de films américains distribués a baissé. Ceci dit, d'après ce que nous savons, 2023 va se traduire par une réaugmentation du nombre de films américains distribués et quelque chose de très offensif pendant l'été. La France est le 4e marché mondial, je crois. Tu disais tout à l'heure, en regardant les chiffres français, qu'on avait quand même, on avait l'impression d'une grande concentration sur ce top 20 du box-office. Je reprends les chiffres de l'Observatoire européen d'audiovisuel qui sont sortis au mois de mai, et si on reprend la totalité des pays européens, c'est 68% Oui. des recettes qui sont sur le top 20 du box-office. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même plus de diversité, on a quand même, on combat plus pour que ce soit pas seulement le top 20 du box-office qui remporte la majorité des entrées. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques essentielles de la politique française du cinéma, c'est d'avoir su, dans la volonté, mais dans la concrétisation, soutenir la diversité. Simplement, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est qu'il faut bien distinguer la diversité offerte de la diversité
effectivement traduite dans les pratiques des spectateurs. Parce que la diversité offerte, c'est de pouvoir dire voilà tous ces films qui ont été présentés sur les écrans. Ça mériterait de regarder par ailleurs ce que cela représente effectivement en nombre d'entrées. Et je crois que c'est un des sujets, d'ailleurs, que sans doute évoquait Justine Triet, c'est-à-dire une inquiétude par rapport à la possibilité pour un certain nombre de films de trouver leur place sur le marché et avec des relations qui, je l'espère, sont des relations de confiance avec l'exploitation cinématographique, mais qui sont parfois des relations de doute. Enfin, est-ce que vous êtes avec nous? C'est-à-dire, est-ce que la filière des indépendants joue la carte de la solidarité et comment est-ce que vous la jouez? Vaste question qui sera traitée, je pense, dans les mois qui viennent aussi. Eh oui. Nous avons 20 minutes pour finir sur l'expérience du spectateur, sachant que notre projet, hein, on va se le dire, Anne et Laurent, tous les trois ensemble, c'était aussi de pouvoir faire un deuxième webinaire qui serait plus là macro, mais qui serait plus micro sur les salles et particulièrement sur le secteur de l'art et essai. Donc là, cette troisième partie comme une ouverture vers ce troisième webinaire qui aura lieu peut-être vers le mois d'octobre-novembre. On est en train de caler ça avec Anne et avec David. Alors chacun a pu noter que ces dernières années, on parle de plus en plus, à juste titre, de l'expérience spectateur, parce qu'il y aurait une vision sur laquelle on se déplace pour aller voir un film. Je pense que ce n'est pas faux, mais c'est quelque chose de plus large qui se joue, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en jeu lorsqu'un spectateur fait le choix de se déplacer, fait le choix d'aller en salle, et salle, tel film. Et on voit bien que tout ça est très interrogé en raison même de l'intensification de la concurrence que nous évoquions à l'instant. D'abord, de rappeler qu'il y a 6 écrans par foyer en moyenne, avec des taux d'équipement en ordiphone de 85%, 85% télévision, etc. etc. Donc voilà, multi-équipement, et ça, nous le savons. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir l'évolution des pratiques culturelles, la manière de consommer les images qui peuvent être consommées. Là, on voit un adolescent ou un jeune adulte dans une pratique courante. Bon, là, c'est un fauteuil, habituellement, c'est un canapé et ça peut être un peu plus avachi, mais enfin, il y a la tablette, le téléphone mobile, l'ordinateur portable et puis un écran. Alors, cet écran, est-ce que c'est une chaîne de télévision? Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est une plateforme? En tout cas, c'est l'ensemble de ces écrans et de ces canaux sont mobilisés à la fois successivement, mais aussi concomitamment. D'ailleurs, amenant à se poser la question de la qualité de l'attention qui est portée à l'un ou à l'autre. On voit bien qu'une des caractéristiques, pour moi, essentielles de ce qui se joue dans le spectacle cinématographique, c'est la disponibilité que le spectateur choisit de se donner en termes d'attention et en termes d'intention. Alors que là, on est dans la logique d'attention flottante avec, j'allais dire, le geste qui fait qu'on passe d'un programme à un autre, d'une image à un autre, d'une micro-vidéo à une autre. Mais cette réalité-là, nous devons la considérer, et c'est mon idée. Pensons l'expérience spectateur en salle, mais pensons aussi l'expérience de nos spectateurs dans la réalité de leur vie, dans la diversité, j'allais dire, cet adolescent, jeune adulte, il est comme ça maintenant, mais ça ne va pas du tout l'empêcher de sortir avec ses copains pour aller au cinéma. Alors, l'expérience spectateur, c'est celle de la salle, bien sûr, mais aussi celle de la télévision, vidéo à la demande, smartphone, tablette, ordinateur portable. Ce qui me semble important et idée principale, c'est que l'expérience spectateur en salle se caractérise par une différenciation forte vis-à-vis d'un ensemble qui à la fois est composé d'éléments spécifiques, mais qui s'intègrent dans un vaste ensemble audiovisuel. Alors, il y a plusieurs écrans ou le même écran utilisé pour plusieurs programmes, mais en tout cas, ça, c'est la sphère audiovisuelle, avec une convergence pour moi de plus en plus grande entre programmes de télévision et programmes de vidéo à la demande avec publicité, et où se joue pour l'avenir
la question de la qualité de la différenciation offerte et de la perception que les spectateurs peuvent en avoir. Alors, je veux distinguer deux logiques. Ce que nous avons vécu au cours de ces dernières décennies, c'est offrir aux consommateurs toujours plus de facilité, toujours plus de commodité, toujours plus finalement de manière de faire pour que ça arrive tout cuit dans le bec. Et il y a d'un côté, en termes de programme audiovisuel, la question de pouvoir les consommer, on va dire c'est un avantage concurrentiel, n'importe où. Je peux regarder mon film dans un train, dans le métro, en me promenant. Il faut faire attention de ne pas prendre un réverbère ou ne pas avoir un accident de circulation, mais c'est le n'importe où. Deuxièmement, n'importe quand. N'importe quand, on peut voir des films, des séries, des petites vidéos sur YouTube, que sais-je encore. On peut le voir n'importe comment, c'est-à-dire que la gestuelle, le lieu où on est, importe peu. Et pour le dire avec un peu d'ironie, on peut voir n'importe quoi, sans doute des œuvres fort intéressantes, mais enfin, sur l'ensemble, le n'importe quoi occupe une proportion non négligeable. Ça, c'est ce qu'on a appelé Atawad, cette expression Atawad, anytime, anywhere, any device, ça veut dire vous êtes un consommateur heureux. C'est facile. Et puis même c'est gratuit. Allez, comme ça, c'est encore mieux. Vous avez la perception de la gratuité, alors que nous savons qu'évidemment, rien n'est gratuit. Et surtout pas la captation de l'audience, la captation des données et des pratiques des consommateurs. Donc, une certaine logique de consommation, et qui a amené dans certaines études, vous en avez certainement entendu parler, celle de la Fondation Jean Jaurès qui soulignait que les personnes, après la crise Covid, avaient du mal à sortir de leur canapé et carrément à sortir de chez eux. C'est-à-dire, c'est le cocooning et puis une dimension un peu apathique correspondante. Or, la salle de cinéma, c'est sa singularité. De mon point de vue, c'est sa force. C'est précisément que ça propose quelque chose de très différent. C'est pas n'importe où, c'est un lieu. C'est pas n'importe quel lieu, c'est cette salle, avec cette architecture, avec cette équipe, avec la manière, j'allais dire, de vivre, la décoration, l'état d'esprit. C'est-à-dire, c'est un lieu. Parce que le reste, c'est plutôt un non-lieu. Donc, il me semble qu'il y a une piste du côté travailler la qualité du lieu. Tout ce qu'on va dire, ce n'est pas nouveau. Vous le faites déjà, c'est votre métier. Mais peut-être que dans les circonstances actuelles, la question se pose en des termes encore plus forts. Ce n'est pas n'importe quand il y a une séance. Ce n'est pas se comporter n'importe comment. Il y a un rituel, il y a une manière aussi qui est simplement de vivre en société, qui suppose de respecter les autres membres de cette société. Et puis, fondamental, éditorialisation, face au magma et à la multiplicité de tout ce qui est proposé, ça veut dire faire un choix, l'expliquer, mettre en valeur le film que l'on a choisi, mettre en valeur une programmation, c'est-à-dire ça s'oppose fondamentalement au n'importe quoi, et Drunk est venu nous le rappeler. Ce qui veut dire que en lisant les textes, en écoutant les exploitants, en écoutant un certain nombre d'analystes, il est apparu que ce qui a pesé sur la fréquentation et qui pèse encore possiblement après la crise sanitaire, c'est la perte d'habitude, la dilution du rituel de la sortie en salle. Donc la question, c'est le réinstaurer, réinstaller, peut-être prendre par la main, on y va ensemble, venez avec des amis, faites venir des personnes qui ne sont pas retournées pour des raisons qui leur appartiennent en salle, et on y retourne et on est content d'être là. La question de sortir de chez soi, comme s'il y avait une inhibition chez certains. Pour d'autres, évidemment, après la crise sanitaire, l'enjeu, c'était sortir le plus vite et aller très vite au cinéma, très vite retrouver le bonheur de la séance et de la projection et du partage. Il y a la question de la gestion du temps, parce que finalement, chez soi, devant un écran, avec une télécommande, il y a quelque chose autour de « on verra bien, on ne choisit pas, je m'ennuie au bout de 3 minutes, je change ».
Dans ce cas-là, aller au cinéma, c'est choisir, c'est regarder son agenda, se dire à quelle heure, comment on y va, on se donne rendez-vous, et c'est aussi faire un choix. L'autre question, et j'y reviens, c'est la question de la profusion de l'offre et des problématiques de lisibilité. Mettons-nous à la place des spectateurs qui sont bombardés de propositions, qui se retrouvent avec une espèce de kaléidoscope de propositions. Comment font-ils, comment font-elles pour s'y retrouver et retrouver, j'allais dire, voilà, ce qui a de l'importance pour elles, ce qui a de l'importance pour eux. Donc, niveau accru d'exigence. Donc, l'idée que je voulais partager avec vous, c'est que ce n'est pas un fait nouveau, mais avec l'intensification de la concurrence, avec l'évolution des pratiques, des représentations, pour les spectateurs, se joue la question d'une moindre acceptabilité d'un certain nombre de choses qui ne sont pas complètement satisfaisantes. Et finalement, en gros, pour le dire vite, pour les faire bouger et sortir, il faut vraiment de bons arguments. Deuxièmement, l'importance de la qualité de l'expérience. Et donc, dans tous ces aspects, peut-être des détails, mais qui font que c'est un moment précieux et que ça donne envie d'y retourner. Et les enjeux de la différenciation. Donc, ça m'amène, et ça sera mon dernier schéma, la qualité de l'offre en général proposée par une salle de cinéma ou d'un service offert dans notre société. Il y a des qualités faibles et des qualités plus élevées. Là encore, la qualité du point de vue de l'usager. Voilà une offre de service. Il est important d'avoir en tête que pour un service, il y a toujours quelque chose qui est partagé dans une société, qui est une norme de consommation. Et la norme de consommation, c'est le niveau de qualité qui est un seuil en dessous duquel je dis non, je ne suis pas d'accord, je refuse et je suis furieux que l'on prétende me faire payer pour un service aussi dégradé. Mais en revanche, évidemment, sur le dessus, ça c'est bien, ça me plaît le service qui est rendu. Donc, premier enjeu, ne pas tomber en dessous du seuil qui provoque les irritants, enfin ces aspects de désagrément que le spectateur peut percevoir. Mais il m'a semblé que après cette crise sanitaire, plus encore, cela ne suffit plus. Il ne suffit pas qu'il y ait un bon service, il faut en plus en avoir envie. Il y a quelque chose autour du plus. Quel est le plus qui donne envie et qui permet de se mobiliser? Et probablement, ce qui s'est joué ces dernières années, c'est une augmentation du seuil et une exigence accrue, et donc un refus d'une partie de l'offre qui ne serait pas au moins à ce niveau-là, sur un certain nombre d'items. Et sur le ce qui donne envie, c'est tout un ensemble, et ça c'est au cœur de votre métier, c'est-à-dire le désir de cinéma, mais le désir de partager, le désir de se retrouver autour d'une œuvre. Et ça sera donc là-dessus que je terminerai le plus, et je repasse la parole à Guillaume. Merci Laurent d'avoir tenu à la fois le timing et puis d'avoir fini sur cette note du plus, parce que évidemment, nous, les salles RSA, on se reconnaît dans ce plus, et l'on voit tout ce qu'on peut y mettre, ce qui n'est pas le cas peut-être d'autres parties de l'exploitation qui y mettraient d'autres choses. Ça sera, je pense, l'intérêt de notre discussion future sur cette deuxième partie de webinaire. Je retiens quand même dans tout ce qui a été dit, Laurence, cet équilibre nécessaire à l'intérieur de la filière que tu nous as bien fait comprendre à travers ce schéma de la remontée de recettes, mais aussi après du partage de compensation de la valeur, et puis aussi la solidarité dans le secteur, solidarité avec les cinéastes, avec les créateurs, et là, évidemment, on est en plein dans l'actualité, mais solidarité aussi des distributeurs avec les exploitants, des distributeurs avec les producteurs, et on voit à quel point tout cela finalement est très fragile, et tout cela à quel point il faut être vigilant, puisque un nouvel entrant peut complètement dramatiser des relations qui sont anciennes, historiques et implantées, et qu'il y a un danger à la fois économique mais aussi sociologique sur la venue en salle. Toute petite chose que tu n'as pas mis dans ces freins, dans ces barrières à l'arrivée en salle, c'est l'inflation, c'est le coût du billet qui n'est pas négligeable, même si, il faut le rappeler, il est en moyenne de 7 € et dans nos salles à RSA encore moindre.
mais qui est parfois aussi une barrière pour les spectateurs, une barrière peut-être plus psychologique que parfois financière. Donc, tous ces éléments-là, nous allons les garder, nous allons évidemment y réfléchir, et puis on va peut-être, je ne sais pas s'il y a une dernière question, Anne, sur le chat, non? Eh bien, peut-être que nous allons rendre l'antenne. Laurent, un dernier mot? Un dernier mot pour dire que ça vaut la peine d'étudier la situation que nous vivons pour ne pas en rester aux idées toutes faites ou aux opinions qui sont construites rapidement, et que ce qui me semble important, c'est le sens du long terme, le sens de la mission pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Un des enjeux, c'est donner du sens à sa vie et donner du sens à son travail. Et il me semble que l'art-essai est un des lieux qui le concrétise, qui à la fois avec réalisme sait prendre en compte les défis auxquels nous sommes confrontés, mais qui apporte une réponse qui est celle de l'ambition, de la générosité, de la solidarité. Face aux défis, je trouve que c'est important d'être du côté de ceux qui préparent l'avenir et qui ne sont pas finalement dans des formes de défaitisme qui n'aident personne. Donc, l'art-essai, on poursuit. Merci Laurent. J'en profite pour remercier Anne Ouvrard qui a organisé ce webinaire avec David Obadia, toutes les équipes de Box Office et Shegul qui étaient à l'arrière en compétences techniques. Merci beaucoup. Et puis surtout, merci Laurent pour ce partage et cette pédagogie. Merci à vous tous d'avoir été présents et on se retrouve très très bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt.